Born in the USA, born in the USA. Salut les petits gnous, c'est Gaga. Alors bon bah ouais, on va parler des Amerlocs. Donc en fait, on va regarder un petit peu, paf, la dette américaine. Puis bah tiens, bah, tant qu'on est à rigoler avec la dette américaine, on va pouvoir regarder un petit peu aussi leur budget armement. Voilà, ouais, c'est 726 milliards. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, et leur dette, c'est 30 465 milliards 933 millions et ouais, bientôt 300 000. Bon, on va voir à la fin de la vidéo où qu'on en est. On va peut-être pouvoir rigoler. Tiens, bah tant qu'on en est à rigoler, on va regarder un petit peu le reste du monde. Alors la Russie, sa dette nationale, hein, c'est 291 milliards. Ramené au PIB, alors là vous le verrez pas mais bon tant pis, c'est 19,77%. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment que dalle. À côté de ça, nous on est à 3000 milliards, 3604 milliards, bel effort, hein, et ça nous fait 129,6% du PIB. C'est bien, hein. Et alors les USA, eux, ils sont à donc 30 000 et on a vu, hein, ça leur fait 100% du PIB, ce qui est honnête. Les Chinois qui sont derrière avec 10 000 milliards, 10 588, eux, ça leur fait 61% du PIB. Bon, le Japon qui a 14 937 milliards. Eux, ils sont, ça leur fait 284,83% du PIB. Là, ça commence vraiment à gratter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, on a l'Italie, 174% de leur PIB. C'est monstrueux. La Grèce, 233% de leur PIB. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Et les Russes, 19,77% du PIB, donc eux, ils sont quand même relativement stables. Quand le truc il va sauter, c'est pas eux qui vont s'écraser en premier, hein. Mais on va voir un petit peu donc le reste de la vidéo, parce que c'était pas vraiment tout à fait ça le sujet, mais c'est juste comme ça, histoire de rigoler. Donc, Joe Biden signe une loi apportant 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Joe Biden a signé la loi adoptée jeudi, apportant une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'effort de guerre ukrainien, blabla. Le président américain Joe Biden a donc signé la loi adoptée jeudi par le Congrès, apportant une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie, a annoncé samedi la Maison-Blanche. Jojo Bizarre Aperture a ratifié ce texte pendant son voyage officiel en Corée du Sud. La loi comprend 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés, des M113 de la guerre du Vietnam, j'imagine, et de renforcer sa défense antiaérienne avec des missiles Stinger qui tirent de traviole, d'après la même source. Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son homologue américain, se disant reconnaissant de le soutien du pouvoir exécutif des États-Unis, du président Biden et du peuple américain envers la lutte de l'Ukraine contre l'agresseur russe est crucial, a-t-il ajouté, utilisant des drapeaux miniatures à la place des noms des pays. C'est mignon, ça, c'est du journalisme. Bon, bah c'était RTL, hein, un article du 21 mai 2022, hein, évidemment. Bon, bah on va regarder la suite. La suite, alors c'était quoi? Ah oui, un membre de la sécurité de Biden accusé d'agression en Corée du Sud. Alors c'est un mec des services secrets, ministère américain de la sécurité intérieure, donc oui, c'est ce que je disais, service secret, est accusé de s'en être pris physiquement à un Sud-Coréen alors qu'il était ivre la veille de l'arrivée de Joe Biden dans le pays, a affirmé l'AFP. Voilà, l'américain trentenaire et la victime présumée s'en sont venus aux mains à propos d'un taxi devant l'hôtel Hyatt où le président américain doit séjourner lors de sa visite. L'incident a eu lieu très tôt jeudi et l'enquête a formellement débuté aujourd'hui. Alors je sais pas, le mec il était déjà défoncé très tôt jeudi ou il était ouais, je sais pas, ou il était encore peut-être défoncé de la veille, j'en sais rien, bon, peu importe. On a quoi? Ah oui, la pénurie de lait pour bébé. Le PDG d'Abbott présente ses excuses. Nous sommes désolés. Alors Abbott, c'est eux qui font du lait pour bébé. Alors ils ont eu un petit truc, c'est-à-dire qu'ils ont eu un pépin avec une bactérie, je sais plus trop quoi.
Donc ils ont fermé une usine dans le Michigan, mais voilà, à cause du voilà, les États-Unis connaissent depuis plusieurs mois une pénurie de lait pour bébés causée par des problèmes d'approvisionnement de main-d'œuvre liés au C-19, puis aggravée par la fermeture en février d'une usine Abbott dans le Michigan après un rappel de produits soupçonnés avoir provoqué la mort de 2 nourrissons. Il a également fait état de mise en place voilà, des enfants hospitalisés après avoir consommé ce lait d'un fonds de 5 millions de dollars. Et alors Biden, tu peux pas enfiler un petit milliard là, Coco où quand même, c'est chez toi là que ça se passe. Mais bon, on va voir que c'est pas forcément dans les priorités. Concernant la pénurité, oui. Oh bordel. Abbott assure avoir pris des mesures sérieuses comme la conversion de lignes de production de produits pour adultes dans l'usine de Columbus dans l'Ohio afin de donner la priorité à la production de lait pour bébés, blablabla, blablabla. Joe Biden a lui signé samedi une loi qui permet de contourner certaines exigences réglementaires afin que les gens puissent accéder plus facilement aux préparations pour bébés dont ils ont besoin, a-t-il dit dans un tweet. Enfin, c'est sa com qui a dit ça dans un tweet, parce qu'à mon avis, l'Astico, il sait pas se servir d'un tweet. De Twitter, à mon avis, il doit nager là-dedans. Il avait annoncé mercredi la mise en place d'un pont aérien et le recours à une loi datant de la guerre froide pour tenter de résoudre cette pénurie devenue un casse-tête politique pour son administration. Alors c'est rigolo, lui, il aime bien réactiver quand même des lois qui datent de Mathusalem. Genre l'autre la loi qui datait de 39-45 là pour l'Ukraine, enfin bon bref. Il vit dans le passé l'Astico, hein. Voilà. Alors oui, là ils ont demandé à Nestlé, Danone et je sais plus trop quoi de leur fournir du lait maternisé parce qu'ils sont dans la merde. Et c'est des avions américains de l'armée qui font des allers-retours. Donc ouais, c'est quand même assez rigolo. Alors là, c'est quoi ah oui, on va rester sur l'autre truc, c'est ça, voilà. Hop, il y a encore des enfants américains qui sont hospitalisés suite au manque de lait maternisé. Donc voilà, en Géorgie, qui ont reporté donc des enfants qui ont des problèmes médicaux vu que ils ont pas de nourriture pour gamins. Ce qui est quand même problématique. Alors voilà, on était là, hop, bliblum, le taux des ventes de maisons a chuté en avril. Le 3e mois consécutif de baisse de vente, même si les prix ont grimpé à un nouveau record. Les ventes de maisons existantes ont diminué de 2,4% pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 5,61 millions en avril. Bien que l'immobilier, blabla, oui, ok. Les ventes ont été freinées par la pandémie. Les prix des logements ont continué de monter en flèche. Le prix médian d'une maison vendue en avril a atteint le chiffre record de 391 200 $, soit 14,8% de plus que le prix médian de l'année précédente. Ce qui est quand même pas mal, hein, 14% de plus, ça commence à piquer. Alors on a plein de trucs, blablabla, est-ce que là il y a des trucs intéressants? Allez, on va bien voir, parce que j'ai pas tout vu, j'ai vaguement survolé le bordel, mais on va regarder quand même. L'idée c'est, je me spoile pas, comme ça je regarde un peu. Alors la hausse des prix des logements et la forte augmentation des taux hypothécaires ont réduit l'activité des acheteurs. Voilà. Fin avril, le stock total des logements s'élevait à 1,030,000 unités, soit une hausse de 10% par rapport à mars, mais une baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Au rythme actuel des ventes, il y a une offre de 2,2 mois de logements invendus. Pas tout compris là. L'offre des logements, blabla, voilà, bon. Par rapport à l'année dernière, les ventes des maisons dont le prix est supérieur à 500 000 $ ont fortement augmenté. Donc les plus riches ils ont acheté, mais les ventes de maisons moins chères étaient en forte baisse. Donc les pauvres forcément, eux ils l'ont dans le fion. Ce qui montre que le haut et le bas de gamme de marché évoluent dans des directions différentes. Ouais.
Bon bah ouais, ok, bah c'est rigolo tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le gaz, l'essence. Voilà. Pour 11 jours consécutifs, les prix ont augmenté. Alors, les prix nationaux, ouais, le prix moyen, ta gueule, reviens. Le prix moyen, voilà, le prix moyen national d'un gallon d'essence ordinaire. Alors, un gallon, c'est 4,55 litres, si je dis pas de conneries. Je vérifie quand même que je dise pas de la merde. Conditions d'unité, t'es où? Clac, un gallon. Ouais, c'est bien 4,54, ouais, 54,61, donc ouais, 4,55 quoi. Litres. Donc oui, blablam, d'un gallon d'essence ordinaire a battu des records pour la 11e journée consécutive. Le prix moyen d'un gallon d'essence était de 4,59 dollars. Donc en gros, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, on était à peine plus d'1 euro le litre. Hein. Oui, bah pour eux c'est énorme. Eux ils produisent leur pétrole, alors que nous on est obligé d'en acheter aux autres parce qu'on n'a plus le droit de faire des trous, même si on a potentiellement du pétrole au large de la Guyane. Mais merci Nicolas Bulot et les écolos en carton, on est obligé d'en acheter aux autres. Et c'est intelligent ça. Bon, alors on a quoi? Voilà, bon, un petit peu les prix, hein, ouais, bon, ça a augmenté. L'a interrogé sur les prix records de l'État. Biden a répondu qu'il ne pouvait pas faire grand chose pour le moment. Bah ouais, y a plus de pays qui ont du pétrole à attaquer maintenant. On a essayé avec la Syrie, mais ça a pas marché. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais vu un truc, je crois que c'était dans ce truc-là. Oui, alors oui, les prix les plus hauts ne sont qu'une des crises, des trucs auxquels les Américains sont obligés de faire face sous l'administration Biden. Alors donc il y a la pénurie de lait pour bébé qui fout la merde, hein, voilà. Et donc les prix moyens pour les consommateurs ont augmenté de 8,3% en avril comparé à l'année dernière, et en mars ils sont montés à 8,5%, soit le plus haut taux depuis 40 ans. Et quand même, ils sont pas dans la merde là, hein, ça commence à chier pour eux. Alors donc, un économiste de la Maison Blanche qui dit que va y avoir une récession. Alors c'est Jared Bernstein, rien à voir avec Léonard, enfin je crois pas, peut-être que si en fait, je sais pas. Membre du conseil des conseillers. Le conseil des conseillers, c'est conceptuel. Économique du président Joe Biden a déclaré qu'il n'excluait pas une récession dans un avenir proche, mais que les États-Unis étaient particulièrement bien équipés pour faire face à un tel ralentissement économique. Bah, s'ils se pètent la gueule, en fait, ils ont un coussin. Ça s'appelle l'Europe. Mais par contre, nous, too big to fail, non, ça va faire splotch. Et nous, on va être en dessous. Le PIB s'est contracté de 1,4% au premier trimestre de 2022 après avoir enregistré des gains importants à la fin de 2021. En général, l'économie doit afficher des trimestres consécutifs de croissance négative associés à un taux de chômage élevé et à d'autres signes de déclin de commerce. Dégueulasse, impardonnable. Avant d'être considéré comme étant en récession. Si tu le dis mon coco, je veux bien te croire. Alors hop. Je peux dire au peuple américain que nous sommes dans une bien meilleure position en ce qui concerne la question de la récession que pratiquement toutes les économies avancées que j'ai vues. A déclaré Bernstein dans une interview sur CNN jeudi matin. On ne peut jamais rien exclure, donc ce n'est pas vraiment une question pertinente. Il a poursuivi en affirmant que le point clé ici est moins la prévision et la probabilité, c'est un jeu très incertain à l'heure actuelle. Il s'agit de savoir ce que nous faisons réellement concrètement pour relever les défis auxquels nous savons que les ménages américains sont confrontés. Ouais, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre? Ça c'est une autre question. La Fed procède à une hausse historique des taux d'intérêt pour tenter de contrer l'inflation. Ça craint. Bernstein a réitéré le vœu de Biden de combattre l'inflation chez lui et d'aider l'économie mondiale à rebondir dans le processus. Les mecs, ils sortent la planche à billets, en fait. Ils sont là en train d'arroser dans tous les sens. Hein. Enfin non, je crois qu'il s'arrête un petit peu parce que
C'est la taulière du FMI là qui s'est excusée d'avoir produit trop de thunes en fait. C'est rigolo. Hein. La chose, d'où le Great Reset de Klaus Schwab. Hein, c'est l'idée, c'est de remettre tout à zéro parce que là ils sont en train de s'apercevoir que la bulle elle est tellement énorme que quand ça va péter, ça va leur exploser le cul. Ça va faire comme un pneu de tracteur qui te pète à la gueule. Je sais pas si t'as déjà vu le résultat, mais c'est pas beau à voir. La chose que vous devez vous demander avec tous ces résultats de sondage et toutes ces pressions inflationnistes dont nous avons une conscience aiguë, c'est est-ce que ce pays et est-ce que cette économie est en position de force pour faire face à ce qui nous arrive, surtout par rapport à d'autres économies qui font face aux mêmes pressions, a-t-il dit. Je pense que la réponse à la question elle est vite répondue. Si vous regardez nos chiffres d'emploi, si vous regardez la croissance de notre PIB, si vous regardez les revenus des ménages et comment se porte leur épargne, vous conclurez que nous abordons ce moment en position de force. Ouais, bon, à voir. Et alors sinon, qu'est-ce qu'il y a pour finir? Nous avons Pékin qui demande à Washington de s'acquitter de ses impayés à l'ONU. Ah ouais, parce qu'ils payent pas les cocos. La Chine a demandé aux États-Unis de remplir leurs obligations financières envers les Nations Unies. Les États-Unis devraient prendre l'initiative de remplir leurs obligations financières envers les Nations Unies et de donner suite à leur engagement, a écrit sur sa page tweetée l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, Deng Xijun, je sais pas comment ça se dit, le dimanche 15 mai. Le tweet de Xijun intervient après celui du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, truc du genre, qui a déclaré il y a quelques jours, depuis les années 80, les États-Unis ont toujours dû le plus grand montant de cotisations aux Nations Unies. Ces dernières années, ils ont souvent dû des sommes importantes jusqu'à 1 milliard de dollars, ce qui représente 60 ou 70% du total des créances impayées. Li Jian a noté qu'en termes d'évaluation des opérations de maintien de la paix, les États-Unis doivent souvent la plus grande part de la contribution depuis des années. En 2019, ils devaient 2,378 je sais plus lire, milliards de dollars, soit 66% du total des contributions impayées. Quand même pas mal, hein. Mais bon, les mecs, vous filez 40 milliards aux Ukrainiens, vous quand même, vous pouvez filer 1 milliard ou 2, quoi. Faut arrêter les conneries, sans déconner. Bon, ben voilà, sur ces belles paroles, on en était où? Je sais même pas où on a commencé la dette, là. Dette ta merloc, je sais pas où elle a commencé, mais bah voilà, on verra le... Hein, dites-moi où c'est que ça a commencé, où c'est que ça a fini. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête. Bon, allez, sur ces belles paroles, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous bisous.